Bienvenue sur Les Critiques d'Enzo, le podcast. On se retrouve pour ce 10e épisode en ce 19 avril. Aujourd'hui, on va parler de 3 grosses sorties cette semaine. Pour le coup, on est plutôt à jour sur les sorties. Il n'y a pas de rattrapage ou quoi que ce soit. C'est vraiment des choses qui sont sorties cette semaine. On va parler de Euphoria parce qu'il y a le premier épisode d'Euphoria qui est sorti. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur cette série que je vais peut-être pas terminer. Je vous expliquerai pourquoi. On reviendra sur Juste une illusion, le nouveau film de Toledano Nakash qui a été un vrai gros coup de cœur pour moi cette semaine. Et on reviendra aussi sur Le Réveil de la Momie, le nouveau film de Blumhouse qui surprend vraiment beaucoup sur sa qualité, mais ça on en reviendra juste après. Petit rappel, vous pouvez écouter le podcast sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music, enfin bref, partout vous pouvez écouter ça. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast, comme ça vous recevez une notification dès que le podcast sort, sachant que ça sort tous les dimanches soirs pour ceux qui nous écoutent pour la première fois. Sachez aussi qu'il y a une version vidéo, alors quand je dis vidéo c'est surtout avec des visuels, il n'y a pas ma tête directement, mais il y a une version vidéo qui est sortie sur YouTube en même temps, et on a bien sûr le compte TikTok, Les Critiques d'Enzo, où on parle de cinéma tout le temps. Tous les films dont je vous ai parlé, tous les films dont je vais vous parler à part Euphoria, qui est une série, mais tous les films dont je vous ai parlé vont être, il y a une vidéo TikTok dédiée à ces films-là, donc n'hésitez pas à aller voir, ça peut être toujours intéressant. Il y a mon avis en 2 minutes, puis ensuite on a un avis un peu plus complet ici dans le podcast. J'étais très fier de mon émission de la semaine dernière et j'ai vu que ça avait eu plutôt de bons retours. On a fait des plutôt bons retours en message privé, et ça fait trop plaisir parce que vraiment j'étais très fier de cette émission, malgré qu'on venait sur des anciennes choses et qu'on n'était pas très à jour sur les sorties de la semaine. On a pu parler de plein de choses et c'était hyper intéressant. Sachez aussi que j'ai un compte Twitch Enzo-CWS où je parle de cinéma. Alors cette semaine c'était WrestleMania pour les fans de catch, donc effectivement j'ai très peu fait de live, voire pas du tout, mais toutes les semaines il y aura des lives où on parlera de cinéma, des dernières bandes annonces qui sont sorties, on parlera de vos Letterboxd, donc n'hésitez pas à aller directement sur ce compte Twitch, vous lâchez pareil un petit follow et comme ça vous serez au courant dès que je passerai en direct, en sachant que très prochainement une émission sur Spielberg avec l'incroyable Johan Sardet, ancien rédacteur en chef d'Allociné. On va faire une émission spéciale sur Spielberg, donc n'hésitez pas à vous follow là-bas parce que tout se passera là-bas, ça va être hyper intéressant. Et je pense qu'on peut commencer directement avec la première sortie de la semaine qui est sortie lundi dernier. C'est Euphoria, l'épisode 1 de la saison 3. Vous êtes déjà allé au Mexique? Moi? Au Mexique? La balsa. Disfruta. Oh merde. C'est joli? Et remettons les choses au clair directement avec Euphoria. J'adore la première saison. Je suis un gros fan de la première saison. La première saison m'a appris à comprendre plein de choses, m'a appris à accepter plein de choses. Pas que je n'acceptais pas avant, juste ça permet d'avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus large, beaucoup plus intéressant. Euphoria, c'est vraiment une série qui m'a forgé dans mon adolescence, qui m'a forgé pour plein de raisons, pour plein de sujets, mais qui m'a vraiment forgé, qui m'a donné un peu plus de conviction politique ou ce genre de choses. C'est en grosse partie grâce à la saison 1 de Euphoria, et sincèrement je peux que remercier Sam Levinson pour ça, ou en tout cas pour cette saison 1. La saison 2, j'ai été un peu moins fan. Il y a des choses que je trouve être absolument géniales, dont l'épisode où on a tout ce théâtre au lycée très sur la masculinité toxique, que je trouve être un épisode absolument génial. Je trouve le premier épisode de la saison 2 extrêmement bien. J'ai un souvenir d'avoir vraiment pris une énorme claque, mais beaucoup moins bien que la première saison. On perdait un peu tout le charme d'avoir ces histoires parallèles qui se recroquevillaient et qui se rejoignaient. Et quand je vois la saison 3, je me dis qu'on repart encore là-dessus. On a des histoires qui sont dispersées aux 4 coins des États-Unis, pas géographiquement parlant, mais on a vraiment l'impression qu'ils sont tous pas au même endroit, et du coup ça casse un peu quelque chose qui est hyper intéressant. Et surtout on quitte la chose la plus intéressante de Euphoria, qui est quand même la base d'Euphoria. On quitte le lycée pour partir dans la vie active. Alors pas pour tout le monde, on a Roux qui fait
qui devient une mule au niveau de la drogue. On a Sydney Sweeney qui essaye d'ouvrir un OnlyFans avec Jacob Elordi qui a repris l'entreprise de son père mais qui est en train de couler. On a Jules, alors Jules on la voit pas dans le premier épisode mais Jules on nous dit comme quoi elle est devenue Sugar Daddy. Enfin voilà, moi ce qui me choque le plus c'est qu'il y a deux persos, donc j'ai plus le nom mais c'est la fille de Apato, j'ai plus son nom, et je crois que c'est Maddie aussi qui travaille à Hollywood. Tu sais pas pourquoi, ils ont bien réussi dans la vie. Enfin, et c'est ça moi qui me dérange, c'est qu'en fait la série elle arrive 4 ans après Euphoria, mais elle arrive surtout à un moment où il n'y a pas d'histoire sur ce qui s'est passé après le lycée. Ils avaient tous une vie de merde. Ils étaient tous soit drogués, soit dans des histoires, à part la fille de Apato, que j'ai toujours pas son nom d'acteur, enfin, c'est son personnage, mais à part elle, tout le monde était un peu dans la merde. Jacob Elordi, c'est quand même, enfin le personnage de Jacob Elordi, donc le personnage, j'ai plus son nom aussi, c'est une folie d'avoir jamais les noms des gens, mais le personnage de Jacob Elordi c'était quand même un personnage hyper toxique, hyper méchant, qui pétait un câble pour n'importe quoi. Sydney Sweeney dans mon souvenir avec beaucoup plus de caractère. Là on se retrouve dans un épisode où à part l'histoire principale de Rue, j'en ai rien à foutre du reste. Alors, je suis aussi un gros fan des Zendaya, c'est peut-être pour ça, mais je trouve que l'histoire de Rue est peut-être la mieux écrite parce que, en fait, c'est la suite logique de ce qui se passe dans la saison 2. Hein, elle est dans ce milieu de la drogue et elle galère à s'en sortir et c'est un peu compliqué pour elle. Donc, fin de compte, c'est la suite logique. Mais alors qu'on retrouve des gens à Hollywood, pourquoi ils sont là, quoi? Comme par hasard, et puis pourquoi pourquoi deux femmes d'une ville très petite où ils étaient tout le temps ensemble se retrouvent à Hollywood les deux et qui se croisent. Enfin, je trouve que c'est tiré par les cheveux, ça n'a aucune explication concrète. On est sur un épisode, peut-être que ce sera donné dans les prochains épisodes, mais en tout cas je reste, enfin vraiment j'ai l'impression, moi je trouve que le plus choquant c'est Elordi et Sydney Sweeney qui sont complètement catégorisés d'une autre façon et du coup j'ai l'impression qu'ils ne jouent pas dans la même série, qu'ils sont pas dans la même série que... En fait, j'ai l'impression que Rue fait Euphoria, saison 3, et que les autres font des espèces de spin-off de qu'est-ce qui serait passé si ils auraient pas été dans Euphoria. Et c'est trop bizarre. C'est trop bizarre parce que, sincèrement, ça avait tout pour être bien. Et alors, je l'aime bien ce premier épisode, il est pas nul, même si visuellement, il n'y a plus ce que j'aimais chez Euphoria. Dans le scénario, à part l'histoire de Rue, c'est compliqué. J'étais limite à deux doigts. En fait, dès qu'il y avait plus Rue, j'étais à limite à deux doigts de passer parce que je me faisais chier, en fait. Enfin, vraiment, l'histoire Sydney Sweeney, Jacob Elordi, je la trouve nulle. Je la trouve nulle parce que ça vit dans une maison qui coûte je ne sais pas combien d'euros. Ça vit avec des voitures de fou malade, mais il est en train de faire banqueroute. Enfin, ça n'a aucun sens. Sydney Sweeney, c'est une femme, c'est une femme à la maison qui essaye de faire OnlyFans, mais c'est hyper bizarre. Enfin, et parlons juste 2 secondes des polémiques parce que je pense que c'est important de parler de ça. Sam Levinson se fait critiquer depuis quelques temps pour plein de choses. Déjà on a la Brandt, je sais pas comment le prononcer en anglais, mais le mec qui fait la musique et qui était je crois même producteur avec Drake, si je me trompe pas, depuis la saison 1, qui s'est cassé, qui s'est retiré du projet, qui a dit que c'était un enfer, qui s'était fait prendre pour un con. Bon, déjà, premier drama. On avait aussi une actrice de la saison 2 et de la saison 3 et de la saison 1 qui était venue se plaindre comme quoi il y avait un traitement horrible sur le tournage, surtout par rapport à son personnage, et qui avait, je crois, si je me trompe pas, de la grossophobie. On a eu aussi plein de choses sur l'hypersexualisation des femmes dans cette série, et effectivement avec du recul, avec mon cerveau de personne de 23 ans, je me rends compte qu'effectivement il y a certaines choses dans la série qui sont un peu limite. Alors à certains moments je trouve que la sexualisation et comment est apportée la sexualisation est justifiée pour le scénar, pour tout ce que ça raconte, principalement dans la saison 1 où je n'ai pas souvenir d'une hypersexualisation problématique, ou en tout cas pas dans mes souvenirs, mais par contre dans la saison 2 effectivement ça ressemblait de plus en plus à ça, et là force est de constater qu'avec Sydney Sweeney on a l'impression que Sam Levinson veut juste la mettre à poil et faire ses fantasmes quoi, et c'est un peu chelou parce qu'on a tous vu la photo de Sydney Sweeney enfant, enfin qui, je sais plus comment on appelle ça, mais qui se met en position sexuelle en imitant un enfant, ce qui est quand même très problématique, juste voilà,
pédopornographie quoi. Enfin sincèrement je pense qu'il y a enfin c'est pas littéralement de la pédopornographie, mais jouer un enfant dans des positions sexy, c'est quand même hyper limite. C'est des choses qui, en plus de ça, je l'ai appris du coup sur Twitter grâce à cette image qui avait tourné. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas accepté sur les plateformes genre OnlyFans. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On l'a pas encore vu dans la série, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment il va le critiquer? S'il le critique pas, c'est qu'il y a un problème. Et effectivement, la critique majeure qu'on voit sur Euphoria depuis la saison 2, c'est qu'en fait, c'est les fantasmes d'un vieux mec qui réalise ses fantasmes et qui profite de ses actrices pour réaliser ses fantasmes à l'écran. Et du coup, ça devient très chelou. Et c'est sûr et certain qu'un bout d'un moment, surtout quand The Idol est sorti et que The Idol a fait a eu une réception aussi médiocre par rapport à ce thème-là, cette fameuse hypersexualisation, et en plus de ça, ça romantisait une relation toxique, si je me trompe pas. The Idol, j'ai jamais vu, hein, mais c'est les retours qui ont été faits. Du coup, c'est hyper compliqué de prendre la série comme ça. Moi, je vais regarder parce que je suis curieux de voir si ça dénonce quelque chose ou pas. Par exemple, moi je trouve que ce qu'il fait avec Malcolm and Marie, Sam Levinson, je trouve ça absolument génial. Ce qu'il fait avec la saison 1 d'Euphoria, comme je l'ai dit, moi je trouve ça absolument génial. Mais c'est vrai que du coup je suis un peu en mode, je comprends les critiques. Je comprends les critiques que je peux entendre, parce que effectivement ça ressemble juste à un mec qui réalise ses vieux fantasmes en créant sa série d'ados. Parce qu'il faut quand même rappeler que Euphoria, ça a quand même une vibe très teenager, ça a pas du tout une vibe adulte. Et du coup c'est encore plus chelou, parce que c'était ça aussi qui était critiqué dans la base d'Euphoria, c'est que c'était quand même des ados hyper sexualisés quoi. Donc enfin, je demande qu'à voir la suite, je demande qu'à voir où ça va, je demande à voir comment ça le critique, parce que c'est cool de mettre une image de Sydney Sweeney en position sexuelle et déguisé en enfant. Si en fait cette image là est critiquée, s'il y a une vraie critique qui est mise dans la série, avec les plateformes qui refusent, son mec qui dit mais t'es complètement malade, nanana. Bon il y a une logique. Si c'est juste ça pour faire ça parce que c'est marrant, elle fait ça, ça peut être compliqué, et on verra. Mais effectivement, je pense qu'il y a un vrai... La saison 1 et la saison 3 sont deux choses totalement différentes, et je suis curieux de voir comment ça va être traité directement. Je suis curieux de voir la suite quand même de l'histoire de Roux, qui m'intéresse. Pour les gens qui ont vu la série complète, ils disent tout ce que je critique dans cet épisode là, ils le disent sur la série complète, de ce que j'ai pu voir, parce que du coup j'ai regardé un peu des retours. C'est que c'est décousu, c'est que ça n'a aucun sens, c'est que à part l'aventure de Roux, c'est vite nul à chier à côté, et c'est dommage parce que Euphoria, il y a tellement de choses à faire. Déjà quitter le lycée qui est la base de ton élément, qui est cette histoire de ville où tout le monde se croise, tout le monde s'entrechoque, les histoires avec Jacob Elordi et Jules au tout début de la saison 1, c'est quand même... au tout début de la saison 1. Dans la saison 1, c'est quand même pour moi l'essence même d'Euphoria. Et du coup, là, on se retrouve dans un truc où je pense que ça arrivera plus jamais, quoi. Ou en tout cas, pas comme ça. Et Jules, moi, c'était déjà ma grosse critique de la saison 2. C'était que Jules était inexistante, alors que c'était sûrement le personnage le plus intéressant d'Euphoria saison 1. J'ai l'impression, sachant qu'on l'a toujours pas vu dans ce premier épisode, qu'on va avoir aussi une Jules très gommée, en fait. Et qu'on va mettre en avant Sydney Sweeney, alors que l'intrigue me casse déjà les couilles, quoi. Sincèrement, Sydney Sweeney, je n'en peux plus, hein. J'arrive vraiment à ce stade où Sydney Sweeney, ça devient très compliqué pour moi. On va passer directement à la suite. Parlons là de films. Parlons d'un film que j'ai beaucoup aimé. On va parler de Juste une illusion de Eric Toledano et Olivier Nakache. Informatisation de l'entreprise. J'écoute. Sandrine. Oui. Apparemment, c'est pour vous. Allô? Raccroche le téléphone, je te balance par la fenêtre. Je suis désolée. Raccroche! Mais Marie, il me dit qu'il va me balancer par la fenêtre! Eh ben, qui te balance? Non, mais on habite au premier, c'est pas très haut. Et par où commencer? Moi j'adore le cinéma de Toledano et Nakache, j'aime vraiment beaucoup leur cinéma. J'avais un peu quasiment tout rattrapé il y a quelques mois, années, et j'avais pris une vraie grosse claque sur leur cinéma, parce que je trouvais que c'était de l'humour comme en France personne ne faisait, avec du très bon cinéma. J'aime beaucoup leur Tellement proche, qui est, je pense, peut-être leur film le plus sous-estimé. Le Sens de la fête est leur meilleur film sans aucun doute. Je trouve qu'il a marqué le cinéma et qu'il est absolument génial dans son montage, qui est absolument génial dans son humour.
Bakri est hilarant dans le sens de la fête. Enfin, vraiment, c'est un film que je trouve être vraiment très bien. Comment ne pas parler de Nos Jours Heureux, qui est un vrai film qui a marqué le cinéma français de comédie. Et sincèrement, moi, j'aime vraiment beaucoup le travail de Toledano Nakache. Et quand j'ai vu qu'il y avait juste une illusion, je me suis vraiment interrogé parce que la bande-annonce me donnait pas forcément très envie. Et surtout, leur dernier film, Une année difficile, avait été reçu très très négativement. Je l'ai pas vu parce que du coup, ça m'a pas du tout donné envie. Surtout que j'avais l'impression que ça critiquait un peu des idées que j'avais et flemme de m'énerver contre un film et de m'énerver contre des réalisateurs que j'aime bien parce que ça critique quelque chose que moi je suis plutôt dans l'idée de défendre, donc je me suis dit j'irai pas le voir, tant pis, Une année difficile, voilà, je loupe ça, mais voilà. Enfin, j'ai pas parlé d'Intouchable, je viens de me rendre compte qu'on parle de Toledano Nakache et j'ai quand même pas parlé d'Intouchable, qui est pas pour moi mon film préféré de leur part, mais qui est quand même un film qui a marqué le cinéma français. Je tenais juste à le dire. Mais voilà, juste une illusion, moi j'y vais un peu à reculons, mais c'est un Toledano Nakache, donc j'y vais et je prends une claque monumentale. Ça m'a fait vraiment du bien. Ça m'a fait vraiment, vraiment du bien de voir juste une illusion de Toledano Nakache. Pourquoi ? Parce que c'est un film qui parle des années 80 que j'ai pas vécu, mais force est de constater qu'ils arrivent à faire transmettre la nostalgie malgré tout dans juste une illusion. Je ne sais pas comment l'expliquer, la nostalgie fonctionne. C'est un film qui en plus de ça a des propos politiques. On est dans un monde où le monde se déchire sur des guerres affreuses, principalement au Moyen-Orient, avec le génocide qui se passe actuellement en Palestine, et voir un film traiter de l'amitié juif arabe. Alors c'est pas vraiment, il parle pas vraiment de musulmans, mais surtout, enfin ça parle beaucoup d'arabes, de cette relation juif arabe. Je trouve que c'est très très bien et que c'est essentiel. Il n'y a pas de dans Juste une illusion, il n'y a pas de haine des juifs envers les arabes ou inversement des arabes envers les juifs. Non, à aucun moment. C'est un film qui marche ensemble parce qu'on est sur une famille avec plusieurs origines. La base de la France aussi, c'est un peu la beauté du truc, c'est que c'est des gens qui viennent de pays qui sont immigrés et qui en fait ont reconstitué une famille en France sous un nouveau toit avec un travail avec un pays qui les accueille pour avoir du travail et tout ça. Et enfin c'est hyper intéressant de voir à quel point la question du multiculturel, du multiculturalisme, je sais pas si on peut dire ça comme ça en tout cas, est traité, toute cette arc autour de SOS Racisme qui était quelque chose de très important dans les années 80 avec ce concert qu'on voit sur la fin du film est hyper bien traité, je trouve. Enfin pour moi c'est une vraie réussite là-dessus, sur son message politique, là où le message politique était complètement à l'inverse au niveau du message politique de leur dernier film, de ce que j'ai compris. C'est marrant en fait, quand j'ai vu The Illusion, j'ai été voir un peu les critiques et les gens disent que c'est la gauche PS, mais la bonne gauche PS, la gauche PS de Mitterrand, qui avait vraiment qui osait insulter les fachos, qui osait se mettre face au racisme, et du coup je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai, en fait c'est une vibe que je ressens totalement en fait de cette France de gauche, parce que c'est un film qui parle de politique. On peut pas le nier, c'est un film qui parle de politique, et c'est marrant de voir cette critique là. Je crois que c'est les amis de Réaliser Son Trucage qui avaient pu faire cette critique là, et je trouve que je suis plutôt d'accord. Maintenant parlons du film, parce qu'en fait c'est un film qui marche très bien par son humour. Je trouve que c'est peut-être un des Toledano Nakache les plus marrants, même si Nos Jours Heureux et Le Sens de la Fête est quand même très marrant. Je trouve que ça reste un film très marrant, qui marche vraiment vraiment bien. Et en fait l'histoire marche bien aussi, parce qu'au début je me dis putain c'est quand même très décousu. Sur plein de choses je fais c'est quand même très décousu, on part de là, on passe de là, on voit Pierre-Lotin, pourquoi Pierre-Lotin est là, ils se prennent la tête, et en fait on comprend pas où ça veut aller, et petit à petit on voit qu'en fait le personnage principal, parce que j'ai mis longtemps à comprendre qui était le personnage principal du film, c'est le petit qui va avoir une petite histoire d'amour qui marche très bien, malgré que ça joue pas très très bien, faut être honnête, au niveau des enfants c'est pas ce qui joue le plus, c'est pas ce qui joue le mieux, mais c'est cool, il y a une petite histoire d'amour qui marche très bien, qui est extrêmement pudique vu qu'on parle d'enfants, du coup c'est très très bien de tourner cette histoire d'amour vraiment sur la base de l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour, comment à cet âge-là on peut raconter des conneries pour impressionner une fille qu'on aime, une fille qu'on trouve belle. Ça marche très bien, et en parallèle de ça on a toute cette histoire avec les parents, cette histoire autour du chômage qui est, de ce que j'ai compris, pareil, quelque chose qui a vraiment eu lieu, et qui a vraiment affaibli le pays dans les années 80, où il y avait vraiment une montée du chômage assez puissante, et là c'est très marrant
parce qu'il y a tout un délire autour du fait qu'il est cadre et qu'en fait il arrive même pas à trouver du boulot en étant cadre. Il y a des vraies idées de mise en scène. Je pense à ça du coup parce que à un bout d'un moment il va à un entretien et en fait il y a 50 000 personnes comme lui et on comprend bien que c'est faux, mais c'est une idée de mise en scène qui est hyper intéressante dans son angoisse de ne pas trouver du travail, dans son angoisse de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Je trouve ça hyper intéressant, cette idée de la femme forte qui elle de son côté n'est pas juste là pour faire le ménage. Je dis ça parce que c'est une vraie réplique qu'il y a dans le film où au tout début il lui dit bah il faut faire ça, enfin il parle de vaisselle, je vais pas te réparer de la vaisselle, nanana, et fin de compte à la fin c'est le mec qui fait la vaisselle. Enfin c'est hyper intéressant et c'est vrai que Cotin il y a une vraie sensation de la femme forte qui révolutionne un peu cette femme du ménage, cette femme à la maison. En fait c'est elle qui va être vouée à avoir un futur hyper intéressant. Le début, moi j'aime beaucoup le petit message, enfin sur le début de l'informatique, comment il est traité dans le film, sur la musique aussi avec le frère. Il y a un vrai délire de musique. Moi je trouve que le film est vraiment vraiment très très bon dans ses citations. C'est un film qui passe son temps à citer des films, qui passe son temps à réaliser à quel point le monde du cinéma est important dans cette période-là. Et il y a Un homme, une femme de Claude Lelouch qui est cité des dizaines de fois dans le film, mais ça marche très bien avec la musique Shabadabada. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a une affiche The Rocky Horror Picture Show, qui est un film que j'adore et que je trouve hyper intéressant parce que je pense qu'il y a un vrai discours très très profond sur le fait que le frère est pas forcément hétéro. C'est pas dit directement, mais moi je trouve que c'est quand même quelque chose qui se démarque du reste. Je trouve qu'on sent qu'il y a aussi un message là-dessus, ou en tout cas de quelqu'un, pas forcément qu'il soit hétéro, gay ou quoi que ce soit, mais en tout cas de quelqu'un qui se cherche. Et je trouve que c'est hyper bien raconté dans Juste une illusion, parce que c'est vraiment Tsum Tsum, on le voit très peu, il est très 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 secondaire, mais par contre je trouve j'ai l'impression de voir quelqu'un qui essaye de chercher, qui essaye de comprendre ce qu'il aime, de comprendre qu'est-ce qu'il est dans sa famille, et je trouve ça hyper intéressant, même si c'est peut-être 20 minutes de tout le film, parce qu'il est vraiment très très peu présent. C'est quand même 20 minutes qui sont hyper intéressants et hyper bien catégorisés, comme la famille de la copine du petit. Je trouve que c'est hyper intéressant de voir cette famille hyper conservatrice, à quel point elle est déconnectée de la réalité, qu'à quel point le dialogue avec sa fille est impossible, parce que sa fille elle va faire partie, enfin en tout cas va être du mouvement antiraciste, et je trouve ça hyper intéressant, et je trouve que c'est un film qui est rempli d'espoir en 2026, avec tout ce qui se passe, avec cette façon d'opposer toujours les juifs et les musulmans à l'heure actuelle. C'est quand même très très compliqué, et moi j'ai même envie d'aller plus loin, mais là pour le coup, comme je vous ai dit, on parle pas de musulmans, on parle plus d'arabes, mais c'est très intéressant malgré tout de les lier, alors qu'on fait que de les opposer tout le temps, quoi. On fait que de les opposer tout le temps, alors que non, ce n'est pas si on est contre le génocide qui se passe actuellement en Palestine, on n'est pas antisémite, et enfin moi ça me rend fou d'entendre ça tous les jours. C'est un truc qui m'angoisse premier degré, quoi. Ce n'est pas le cas, quoi. C'est pas parce que on va soutenir la Palestine dans le génocide, on parle quand même d'un génocide, qu'on va être antisémite. Et en fait le film parle de ça, de cette amitié juif arabe qui existe en fait, et c'est pas parce qu'on est juif qu'on déteste les arabes, et inversement. Et je trouve que le film a un vrai message d'espoir. Il m'a fait du bien. Je suis sorti du film en me disant putain, ça me fait du bien, j'ai bien rigolé, j'ai eu mon message politique qui en plus de ça était très 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 bien amené. Ça reste un message très PS, hein. C'est ce que disaient les collègues de Réalisés sans tricage, c'est un message de la gauche PS, mais de la bonne gauche PS, de la gauche des années 80, qui était présente en France, et qui avait des choses à dire. Et c'est un vrai bon film. Tu sens que c'est un film très personnel de la part de Toledano et Nakache, avec les images entre autres de fin où on voit des images d'archives. Ça a l'air d'être vraiment quelque chose de très très personnel, et je pense que ça rajoute beaucoup à Juste une illusion de Toledano Nakache, qui est pour moi une vraie réussite. Et on va parler du dernier film de la semaine qui a été aussi un vrai coup de cœur, c'est Le réveil de la momie de Lee Cronin. Je peux avoir 2 parts de pizza? Non. Bien sûr, chérie. Non, tu finis jamais ta deuxième part. Allô, monsieur et madame Cannon, je suis chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis. On a retrouvé votre fille Cathy. Elle est en vie.
On se retrouve avec le nouveau Lee Cronin qui revient après Evil Dead Rise, qui m'avait pas trop plu, il faut être honnête. Evil Dead Rise, je trouvais qu'il y avait des choses très intéressantes, dont la scène d'intro qui est pour moi, je m'en rappelle énormément de la scène d'intro de Evil Dead Rise, que j'avais trouvé vraiment très surprenant, très très bon, très très impactante. Et tout le reste du film, vu que c'est un huis clos, ça se casse la gueule complètement, et je trouve ça assez dommage. Et il revient ici avec le réveil de la momie, qui reprend clairement les bases de l'exorcisme, qui vraiment reprend les bases de l'exorcisme, mais genre vraiment vraiment beaucoup. Et je trouve ça hyper intéressant à quel point il va citer l'exorcisme à sa sauce, va remodifier l'histoire, va réexpliquer lui comment il voit ce mythe-là, en utilisant le mythe de la momie, qui est en fait un mythe qui est assez intéressant dans les films d'horreur, qui est rarement utilisé. Et je trouve qu'on a un film ici qui est vraiment très bien, qui est marrant, qui se répond hyper bien, qui est peut-être un peu trop long de 15-20 minutes, mais en fait quand on est dans le film avec un climax qui est aussi fort, parce que c'est tout le problème pour moi des films d'horreur, et encore plus des films Blumhouse, parce qu'on est sur un film Blumhouse, tout le problème des films Blumhouse, c'est que généralement le climax me plaît pas, les climax de Conjuring me plaisent pas énormément, les climax de tous les autres films Blumhouse ont du mal à me satisfaire, et là on a un climax qui est fort, on a un climax qui est puissant, qui dit beaucoup de choses, qui est super bien dosé, qui est extrêmement joli à regarder, parce qu'en plus de ça, oui, c'est un film qui est joli, c'est un film qui a vraiment du cachet, une vraie gueule visuellement, parce que bah du coup on va utiliser cette idée de désert, cette idée de momie, parce que on reprend, pour revenir un peu sur la base, on reprend un peu cette même construction de l'exorciste, où on découvre un mythe dans des pays d'Afrique, parce que je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est au Maroc, l'exorciste. Ici on est en Égypte, on est au Caire, et on module ça, on explique ça, on vient faire un lien avec la famille qu'on va suivre, et c'est hyper intéressant de comment c'est amené, comment c'est expliqué. J'ai un peu du mal avec les 30 premières minutes, parce qu'il y a un vrai truc de on nous donne une info, ça cut, on passe à une autre info, on nous donne une autre info, ça cut, on passe à une autre info, et en fait par exemple à un bout d'un moment ils ouvrent le tombeau pour faire des analyses. Et putain, je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose. Et non, on cut, on va sur la famille qui est Albuquerque, aux États-Unis. Et t'es en mode, bah putain, j'avais envie de voir le truc. Mais en fait, ça c'est calme. C'est juste parce qu'il faut introduire l'histoire. Faut expliquer que cette fille qui a disparu pendant des années est retrouvée. Comment elle est retrouvée. Il faut expliquer ça. Comment. Donc, en 30 minutes, ils doivent t'expliquer le mythe. Comment elle disparaît. Comment elle réapparaît. Et comment elle est retour à la maison. Et après, elle est retour à la maison. Et là, ça devient intéressant. Là, les scènes durent. Les scènes sont bien. Le montage est très intéressant. J'ai peut-être eu, moi j'ai eu un vrai coup de cœur sur la partie thriller, parce que le film a une grosse partie thriller qui est hyper intéressant, avec cette enquêtrice égyptienne qui n'a rien fait quand la personne quand la fille a disparu, mais qui en fait quand la fille est là, maintenant qu'elle a plus son supérieur qui lui met la pression ou quoi, a vraiment envie d'enquêter et de comprendre, et qu'elle fait ce déplacement jusqu'à Albuquerque pour comprendre avec eux. Et je trouve ça hyper intéressant, parce qu'il y a une vraie scène de pas de course poursuite, mais de tension, où elle va aller dans la maison de cette personne qui a enlevé cette fille, et voilà, je vais pas spoil, mais il y a une vraie tension, il y a un vrai truc qui marche extrêmement bien sur le point de vue de l'enquête. Malheureusement, c'est limite peut-être trop dans le film, les 15-20 minutes qu'on aurait pu enlever pour autre chose auraient pu être ajoutées pour ça, sincèrement. Mais ouais, on a un film qui est extrêmement fort. Enfin, sincèrement, pour moi, le réveil de la momie, c'est une bonne petite claque de film d'horreur. Je me rappelle d'un été horrifique, très 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 intéressant, avec Together, avec Bring Her Back, avec Weapons. Vraiment un été horrifique, vraiment de très très bonne qualité, avec plein de styles différents, mais beaucoup de elevated horror, même si j'aime pas le terme malheureusement. Enfin, c'est comme ça que c'est décrit. Ici, j'ai pas l'impression d'être sur un elevated horror. On est vraiment sur un film qui s'apparente plus à un blockbuster d'horreur que à un film d'auteur d'horreur comme Together peut y être, mais par contre ouais, un très très bon blockbuster d'horreur, un très très bon film. Je trouve que ça marche extrêmement bien, les acteurs jouent très bien, même si au début j'ai eu un peu de mal. Je trouve que par la suite ça fonctionne très bien, l'histoire est super bien ficelée. Comme je vous ai dit, moi il y a un vrai petit problème de montage au tout début,
mais qui en fait se calme. C'est juste qu'on doit introduire tellement de choses qu'en fait, au bout d'un moment, on introduit et ensuite on voit ce qui se passe. Et honnêtement, moi, je vous invite à voir Le Réveil de la momie. Ça a été une vraie bonne surprise, une bonne surprise qui fait du bien. Ça fait pas forcément peur, par contre, c'est gore, c'est très gore. Et j'aime quand c'est gore comme ça, parce que c'est pas gore comme on l'entend avec 1100. Juste, ça a plein d'idées, l'idée du coupe-ongle ou ce genre de choses qui sont des vraies bonnes idées, hyper intéressant. J'aime aussi cette idée qu'il y a le mauvais esprit qui se disperse dans la maison qui fonctionne extrêmement bien. Et ouais, moi j'ai l'impression, pour avoir vu pas Psychose, L'Exorciste il y a pas très longtemps, j'ai vraiment l'impression d'avoir revu un peu un remake de L'Exorciste version momie, et en un peu plus moderne, ce qui me plaît un peu plus. J'ai pas été très fan de L'Exorcisme parce que je trouvais qu'il y avait un vrai rythme cassé qui marchait pas chez moi. Peut-être que si je revois L'Exorcisme à l'heure d'aujourd'hui, je kifferais, mais c'est vrai que j'ai été un peu surpris. Je m'attendais à ce que ça fasse plus peur, ça me faisait pas extrêmement peur, ça m'a plus fait rire qu'autre chose. Et j'avais été un peu surpris négativement par L'Exorcisme. Alors je dis pas que j'ai trouvé ça mauvais, mais voilà. Et ici j'ai un peu mon retour de bâton enfin mon retour de karma. Pas karma du coup, mais j'ai pas aimé, et du coup on me récompense avec quelque chose qui ressemble à L'Exorcisme, mais que j'ai plutôt bien aimé. Donc pour moi c'est un gros oui, Le Réveil de la momie. C'est un vrai gros oui qui fait extrêmement plaisir. Après avoir parlé de tous les films, moi je vous propose de parler des sorties de la semaine. Et qu'est-ce qui sort le 22 avril prochain? On a 3 films qui vont sortir ce 22 avril. On aura bien sûr Michael de Antoine Fuqua qui est quand même un bon réalisateur, qui a fait les Equalizers entre autres. Je crois qu'il avait fait aussi les 7 mercenaires ou quelque chose comme ça si je me trompe pas. Enfin c'est pas un peintre, c'est pas une merde, c'est pas non plus un grand réalisateur, mais je suis curieux de voir ce que ça donne. J'ai surtout envie de voir Colman Domingo, que je trouve être absolument génial dès que je le vois quelque part. Là il enchaîne, il est partout, Colman Domingo, et c'est très très bien. On aime Colman Domingo, mais du coup non, je suis curieux. J'étais en mode je vais aller le voir pour le podcast, je vais être honnête, je vais aller le voir pour le podcast, et parce que ça fait partie des sorties cinéma importantes, donc j'irai voir ça. Je suis pas plus fan de ça de Michael Jackson, je suis pas plus fan de ça des biopics, je suis pas plus fan de ça du cinéma d'Antoine Fuqua, mais bon, je vais voir si ça me séduit, je vais voir si ça marche, et si c'est intéressant. Mais je vous avoue que je suis un peu mitigé, parce que j'ai peur d'avoir un Bohemian Rhapsody numéro 2 avec quelque chose qui malheureusement évince 3/4 des choses liées à Michael Jackson, qui sont quand même très très importants. Que ça soit faux ou non, il y a eu des procès qui ont été faits envers Michael Jackson, et je pense malheureusement que les 2 films, parce qu'il y a celui-là et il y aura une partie 2 je crois qui sortira prochainement, je pense malheureusement que ces informations là ne seront pas traitées dans le film, et je trouve ça dommage. On aura aussi un film qui s'appelle La Poupée de Sophie Beaulieu. Pour être honnête, j'ai vu une fois la bande-annonce, je me suis dit ok, ça a l'air d'être intéressant. Faut être honnête d'un truc, faut qu'on sache, le 22 avril il y a la sortie de Michael, du coup en face il y a quasiment rien. J'ai mis des choses que j'ai trouvées, mais il y a quasiment rien de très très intéressant. Donc voilà, La Poupée, à voir les retours. Honnêtement, moi ça va être les retours qui vont me dire est-ce que j'irai ou non, sachant qu'il y a Vincent McCain et Cécile de France qui sont quand même 2 acteurs que j'aime beaucoup. Donc c'est peut-être ça qui va me faire aller voir le film, mais on verra clairement si c'est bien ou non, parce que j'ai pas envie d'aller m'enfermer dans une salle pour voir ça. Honnêtement, comme ça me donne pas très envie. Et alors s'il y a bien un truc qui me donne pas envie, mais c'est pour ça que je voulais en parler, c'est Pour le meilleur de Marie Castille, mention char, qui est une bande-annonce que je pense être la pire bande-annonce que j'ai vue dernièrement. Ça joue tellement mal, ça a l'air d'être tellement nul, ça a l'air d'être tellement pas bien, et j'espère que les retours vont me faire j'espère sincèrement, ça reste un film français intéressant, mais j'espère que les retours vont me contredire. Mais je pense que la bande-annonce, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu une bande-annonce qui me donnait aussi peu envie. Je trouve que ça joue vraiment vraiment comme des pieds, surtout la femme, j'ai plus le nom de l'actrice qui joue dans Pour le meilleur, mais waouh, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi mal joué depuis très très longtemps. Sincèrement, ça me donne pas du tout envie. Donc voilà pour ce qui est des sorties de la semaine. C'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, c'était vraiment hyper intéressant de revenir avec vous sur Euphoria et parler de ce qu'il y a tout autour aussi. Je trouvais que ça hyper important. Parler de Juste une illusion et de son message politique, parce que je trouve que trop peu de gens qui critiquent, enfin qui parlent du film,
parle de ce message-là qui est quand même présent et qui pour moi m'a vraiment donné une vraie beaucoup d'espoir pour la suite, pas d'espoir mais en tout cas qui m'a fait du bien, et bien sûr de parler du Réveil de la momie qui a été une vraie bonne surprise du cinéma d'horreur, en espérant qu'on va retrouver un cinéma d'horreur très qualitatif cette année, autant que l'année dernière qui était une très 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 bonne année de cinéma d'horreur. En tout cas je vous remercie d'avoir écouté le podcast, n'hésitez pas à aller l'écouter sur les plateformes de podcast, allez vous abonner, n'hésitez pas à mettre un avis, vous pouvez mettre des étoiles sur les plateformes de podcast, donc n'hésitez pas, mettez des commentaires si vous voulez réagir avec des choses si vous voulez réagir à des choses plutôt, c'est plus simple, sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine, on se retrouve dimanche prochain pour le numéro, le 11e podcast des Critiques d'Enzo. Je vous remercie d'être présent chaque semaine et je vous souhaite une bonne semaine de cinéma.